Je vais vous présenter dans cette vidéo notre formation professionnelle de naturopathie spécifique aux 1000 premiers jours de vie. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Je suis Nathalie Casanova, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme et de l'enfant depuis plus de 15 ans. Je suis formatrice référencée, Programme national nutrition santé, option enfant, depuis presque 15 ans. Je mets à jour donc régulièrement toutes mes connaissances sur la nutrition de l'enfant. Je suis formée en aromathérapie scientifique avec Dominique Baudou, sur différents sujets et notamment la grossesse, la périnatalité, la pédiatrie. J'ai suivi aussi bon nombre de formations en micronutrition et phytothérapie sur le sujet de la femme et de l'enfant. Et je suis maman de 3 enfants. Ma première expérience maternité a plus de 20 ans et je crois que c'est ma plus belle formation. Nous disons souvent que, la plus belle des formations, c'est l'expérience et effectivement, une expérience de vie, une aventure magnifique. Donc, depuis finalement près de 20 ans, je suis dans le bain, de la mère et de l'enfant et j'ai donc à cœur de transmettre ça, dans ma profession aujourd'hui et je suis présidente fondatrice de Sanavi. Alors pourquoi proposer une naturopathie spécifique aux 1000 premiers jours de vie? Alors les 1000 premiers jours de vie, c'est une période, qui s'étend, de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est un enjeu majeur de santé publique, puisque les 1000 premiers jours de vie, nous savons aujourd'hui que c'est là où tout commence. Je vous invite à visiter le site, de Santé, publique France. Vous tapez sur Google 1000 premiers jours de vie, vous allez voir beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes. C'est une période clé pour le développement de l'enfant, sa santé et celle de l'adulte qu'il deviendra. Le gouvernement a décidé d'en faire une politique prioritaire, donc on est vraiment sur un enjeu majeur de santé publique. 70 des pathologies chroniques de l'adulte trouvent souvent leurs racines dans la petite enfance. Des expositions environnementales précoces, notamment aux perturbateurs endocriniens, mais aussi une alimentation déséquilibrée et du stress, alors du stress chronique bien sûr, sont associées à des modifications épigénétiques durables, augmentant le risque de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires et de troubles psychiatriques. Près d'une femme enceinte sur 2 souffre de stress chronique avec des répercussions biologiques directes sur le développement neurologique et émotionnel de son enfant. 90 des jeunes mères déclarent un manque d'information et de soutien personnalisé sur leur santé globale et celle de leur enfant pendant cette période. Alors, il y a beaucoup de connaissances aujourd'hui, mais en pratique, cette période décisive reste encore négligée. Il y a trop peu, d'informations qui circulent. On peut trouver l'information, mais elle a du mal à circuler et ça peut être un de nos rôles, une de nos missions quand on choisit une naturopathie spécifique aux 1000 premiers jours de vie, c'est de porter ce message auprès des futurs parents ou des jeunes parents. Alors, je vais aborder quelques problématiques au travers de cette vidéo pour vous montrer vraiment l'intérêt d'une proposition d'une naturopathie spécifique aux 1000 premiers jours de vie. Alors, dans la préconception, même si ça fait pas partie de la période des 1000 premiers jours de vie, puisqu'elle commence à partir de la fécondation, chez Sanavi, nous proposons une formation avec 1000 jours plus 90, hein, donc 1090 jours, parce que les 90 jours qui vont couvrir la préconception, en fait, toute la période de la gamétogénèse avant la conception, c'est vraiment quelque chose qui est très important et ça qui est assez négligé de la part de la san de des recommandations officielles et donc c'est quand même important de rappeler l'importance de la qualité, en fait, du terrain familial avant la conception. Alors seulement un couple sur 3 modifie ses habitudes de vie avant de concevoir un enfant. Un tiers des grossesses débutent avec des carences en micronutriments. La carence la plus connue, c'est le fer, mais pas que, on a aussi pas mal de carences en vitamines du groupe B et en iode. Environ 10 des couples sont infertiles. L'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant les 3 mois qui précèdent la conception, hein, donc 3 mois qui précèdent la conception, c'est la gamétogénèse
pour madame et pour monsieur. Pour monsieur, c'est un petit peu plus court, c'est 74 jours et non 90, mais l'exposition aux perturbateurs endocriniens multiplie par 2,5 le risque de troubles de neurodéveloppement chez l'enfant. Alors, il y a bien d'autres chiffres et on ne peut pas tout mettre sur une diapo, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chiffres aujourd'hui en faveur de l'intérêt de prendre soin de cette préconception. Le stress chronique avant la conception altère l'équilibre hormonal et donc la qualité du sperme et du cycle ovarien. Moins de 20% des professionnels de santé reçoivent une formation spécifique sur l'environnement santé périnatale. Et les programmes d'accompagnement périconceptionnel restent globalement insuffisants. Alors, la préconception et la naturopathie, c'est évidemment un lien, parce que le naturopathe est un spécialiste, un expert dans l'hygiène de vie, dans l'éducation à l'hygiène de vie, dans l'éducation à la santé, et à une démarche, qui est traditionnelle et fonctionnelle. En tout cas, chez Sanofi, on propose une démarche qui est traditionnelle, mais fonctionnelle aussi. L'écologie parentale constitue un levier fondamental pour moduler positivement l'épigénome, favoriser une gamétogénèse de qualité, soutenir la fertilité et conditionner durablement la santé du futur enfant. Nous avons pas mal d'axes à aborder avec notre démarche fonctionnelle, que ce soit le polymorphisme génétique et notamment la mutation du MTHFR, les manques de micronutriments, alors je l'expliquais juste avant, le fer, l'iode, mais aussi les vitamines du groupe B et d'autres micronutriments qui sont indispensables à un bon fonctionnement hormonal, les polluants avec les perturbateurs endocriniens, optimiser la gamétogénèse, soutenir les fonctions d'élimination avec le foie, l'intestin, travailler sur le stress chronique. Donc on a vraiment une grande démarche, donc une démarche de terrain pour évaluer l'hygiène de vie globale des futurs parents et optimiser leur écologie parentale. Notre rôle, c'est aussi d'informer sur la physiologie de la gamétogénèse, parce que rien de mieux de comprendre pourquoi, pour agir, et puis sensibiliser et guider les futurs parents vers un environnement propice à la santé et propice à une santé durable pour eux et pour leurs enfants. Et adopter une posture intégrative avec une naturopathie qui est rigoureuse et qui est fondée sur les preuves. Après la préconception, eh bien, la grossesse. Près de 50% des femmes enceintes sont exposées à des perturbateurs endocriniens au quotidien via l'air respiré, l'alimentation ou les cosmétiques. Une femme enceinte sur quatre est exposée à un environnement qui est stressant et qui peut avoir une influence sur le développement neuro-émotionnel du fœtus. Et oui, parce que l'augmentation du cortisol en stress chronique peut avoir un impact direct sur le développement neuro-émotionnel de son bébé et du coup du futur enfant. Plus de 70% des femmes enceintes ne pratiquent pas assez d'activité physique, ce qui augmente le risque de diabète gestationnel, d'hypertension et de mauvaise vascularisation, et puis de bien-être général aussi. 30 à 40% des femmes enceintes sont en déficit de fer et 60% n'atteignent pas les apports requis en iode. Environ 90% des femmes enceintes présentent au moins un symptôme bénin tel que nausées, fatigue, douleur, susceptibles d'altérer leur qualité de vie autour de leur grossesse. Alors, il y a un manque de sensibilisation directe sur le sujet notamment des perturbateurs endocriniens et d'autres polluants. Il y a un manque d'information autour de l'impact du mode de vie sur la santé du futur enfant et qui est déjà bien présent. Il y a un manque de recommandations nutritionnelles et micronutritionnelles spécifiques et peu de traitements spécifiques, voire parfois pas de traitements spécifiques sur les symptômes bénins mais gênants qui sont subis au cours de la grossesse. Effectivement, déséquilibre hormonal, sédentarité, polymorphisme génétique, déséquilibre alimentaire, polluants, émonctoires non fonctionnels, stress chronique font le lit en fait de tous ces troubles qui peuvent être présents pendant la grossesse. Et nous savons aujourd'hui comment cette période de la grossesse, puisqu'on est vraiment lors de la grossesse sur le début des 1000 premiers jours de vie, nous savons que des études qui tombent quand même très régulièrement et qui nous informent combien cette période est un moment crucial pour répondre aux besoins essentiels de l'enfant et aussi prévenir des inégalités qui se forment dès le plus jeune âge.
Alors notre rôle en naturopathie traditionnelle et fonctionnelle, et j'insiste vraiment sur cet aspect tradition et fonctionnel, puisque ça présente vraiment une naturopathie à la croisée de la tradition et de la science. Notre rôle va être de sensibiliser aux 1000 premiers jours de vie, hein, de relayer sur le terrain les informations, issues de la santé publique, transmettre des clés pour un mode de vie, plus sain et plus durable, proposer une démarche de terrain pour optimiser les fonctions normales de l'organisme, accompagner les troubles bénins, mais qui restent très gênants pour améliorer la qualité de vie de la femme, soutenir les gestions des émotions, la gestion du stress, mener des actions concrètes en travaillant en complémentarité avec les autres acteurs de la grossesse. Il y en a beaucoup, les acteurs de la grossesse, bon, bah, la sage-femme, les doulas. On peut déjà prendre attache d'une conseillère en lactation, les gynécologues, le médecin traitant. Donc beaucoup de professionnels avec qui on peut travailler déjà pendant la grossesse. La grossesse, va se clôturer par un accouchement. L'accouchement, c'est la grande fête, qu'on prépare pendant des mois. On se centralise beaucoup d'ailleurs, se concentre beaucoup sur cette période d'accouchement et on verra par la suite qu'on ne se concentre pas assez sur la suite de l'accouchement. Il y a des constats aussi autour de l'accouchement. 40 des cas, lors de l'accouchement, dans 40 des cas, le contact en peau à peau est différé, voire, absent lors des premières minutes qui suivent l'accouchement et ce qui pose vraiment un souci et notamment autour de la sécrétion d'une hormone qui est très importante, qui est celle de l'ocytocine. De nombreuses salles d'accouchement présentent un excès de lumière artificielle, de bruit technique, une température ambiante qui est inadéquate pour le nouveau-né. Et ça aussi, ça pose un souci qui est très important, c'est que la femme va sécréter différentes hormones et neurohormones, notamment l'adrénaline, qui lui-même est antagoniste de l'ocytocine. L'ocytocine permet la sécrétion d'endorphines et donc il y a toute une cascade comme ça, la symphonie hormonale qui va être perturbée par tous ces facteurs qui ne sont pas propices à un accouchement dit physiologique. Il y a aussi une immobilité et à cause d'un monitoring en continu qui limite la liberté de mouvement, dans près de 60 des accouchements. Une femme sur 4 rapporte un manque de soutien émotionnel et physique pendant l'accouchement. Plus de 20 des femmes déclarent une souffrance non entendue et non accompagnée malgré les moyens disponibles. Et il y a encore du lavage systématique de vernix. Alors, heu, c'est pas dans toutes les maternités que ça se passe comme ça et je veux pas dépeindre un tableau de négatif, des maternités. Il y a justement actuellement une grande évolution à ce sujet autour des maternités. Mais il y a quand même, du lavage, alors même si c'est pas un bain, de l'essuyer, beaucoup d'essuyer de ce vernix et qui est tellement important pour préparer le microbiote de bébé. Et l'usage aussi inadapté d'antibiotiques et qui vont vraiment modifier le microbiote du nouveau-né. Donc on retrouve une surmédicalisation, l'accouchement est souvent trop médicalisé, ce qui perturbe la physiologie de la naissance et donc l'accouchement spontané. Un environnement de naissance inadapté aux besoins sensoriels du nouveau-né et de sa maman et une prise en charge émotionnelle et une prise en charge émotionnelle et relationnelle encore marginalisée. Effectivement, la distance maman-bébé et la perturbation de la sécrétion d'ocytocine, l'absence de soutien, un environnement inadapté, et puis pendant la grossesse, un déséquilibre autour de l'alimentation, une mauvaise gestion du stress, une douleur qui va être subie, hein, c'est une souffrance, une prépondérance du néocortex qui empêche la place au limbique, c'est-à-dire à l'instinct, qui permet l'accouchement spontané. Tout ça peut perturber l'accouchement et rendre une expérience qui n'est pas, très optimale de l'accouchement et qui peut même, laisser la femme en état quelque part de choc ou de tristesse, de défaite et qui peut aussi perturber, eh bien, l'enfant et on va dire un peu l'équilibre nerveux de l'enfant. Donc la médicalisation qui est croissante des processus d'accouchement normaux diminue les capacités des femmes à accoucher et peut avoir une influence négative sur leur expérience de l'accouchement. Donc notre rôle en naturopathie, spécialisée, ça va être d'informer sur la physiologie de l'accouchement, d'informer sur la symphonie hormonale,
d'informer sur les dernières recommandations de l'OMS pour une expérience positive de l'accouchement. Donc les recommandations aujourd'hui, sont claires sur différents axes comme sur d'éviter, de mener des examens, invasifs et inutiles, de recommander le pot à pot, d'être à l'écoute de la femme, de laisser le temps aux choses de se faire naturellement. Donc on a vraiment aujourd'hui des recommandations qui sont posées et qui sont d'ailleurs de plus en plus respectées par les maternités. On est là aussi pour apporter un soutien émotionnel par différentes techniques, que ce soit l'alimentation, la gestion du stress, la micronutrition, la réflexologie, les huiles essentielles. On a vraiment beaucoup de techniques en naturopathie. Et puis intégrer l'accompagnement dans la prise en charge conventionnelle, parce que bien évidemment, la femme, elle va être accompagnée par potentiellement une sage-femme ou un gynécologue, une doula, et puis bah, toute l'équipe. Donc on peut vraiment se rapprocher des maternités, notamment les maternités qui pratiquent l'accouchement physiologique ou qui ont un plateau technique qui sont particulièrement ouvertes, et de travailler en collaboration avec elles. Alors, ensuite, nous avons une partie, qui est, très, très, très importante dans, la suite de la matrescence, voire dans la matrescence, c'est le 4e trimestre de grossesse. Plus de 80 des femmes rapportent une fatigue physique et émotionnelle importante dans les semaines qui suivent, l'accouchement. Une jeune maman sur 5 souffre de baby blues et près de 15 des dépressions postpartum sont souvent non diagnostiquées ni prises en charge à temps. Seulement 30 des mères reçoivent un accompagnement spécifique autour de l'alimentation, de leur sommeil, de leur récupération physique. Point très important, la récupération physique. Beaucoup de femmes ignorent leur signal de fatigue et du coup, ce qui donne un besoin de sommeil, de récupération. Le stress maternel postnatal est associé à un risque accru de troubles du sommeil, de digestion et d'immunité chez l'enfant, avec des répercussions sur son développement cognitif et émotionnel. 40 des femmes rapportent un sentiment d'abandon et de solitude dans les semaines qui suivent l'accouchement, faute de soutien inadapté. Donc c'est une période qui est peu connue et peu préparée, ce 4e trimestre de grossesse, c'est-à-dire, eh bien, cette croissance de l'enfant qui continue à l'extérieur du corps de sa maman, et pourtant il y a des processus encore très importants qui sont en route, et il y a même ce temps alors processus de développement pour l'enfant et de dégestation pour la maman, avec la mise en route de l'allaitement. Et donc c'est un grand bouleversement, un grand chantier, neuro-endocrinien, et pas que. Et donc on a très peu de connaissances, en fait, on a des connaissances, mais très peu de transmission aux femmes et donc de préparation à cette période. Un centrage sur l'accouchement et un manque d'accompagnement du postpartum. Donc, ici, il y a beaucoup de stress, hein, potentiel, qui vont induire, ce stress chronique par augmentation du cortisol, d'adrénaline peut baisser l'ocytocine et la prolactine, donc rendre l'allaitement plus difficile. Une alimentation qui est pas adaptée avec clairement un manque d'hydratation, un manque de calories, de micronutriments spécifiques, un temps de dégestation qui n'est pas respecté, un allaitement qui est pas proposé systématiquement, souvent par peur ou par méconnaissance, ou alors des difficultés qui sont rencontrées autour de l'allaitement. Un Il faut savoir que ce 4e trimestre de grossesse est un temps de dégestation avec une grande adaptation biologique. Il y a des nouveaux rythmes, des nouvelles contraintes, des responsabilités, des découvertes du bébé, de ce bébé-là et de ses besoins spécifiques et la mise en route de la lactation. Notre rôle dans l'accompagnement, ça va être de préparer cette période en amont de l'accouchement, de soutenir la nouvelle accouchée dans le respect de sa physiologie, en lui apportant des recommandations autour de son mode de vie, de ses émotions, d'apporter des soins naturels et non invasifs, d'accompagner les parents dans l'accueil de bébés. C'est pas si simple de se retrouver avec un nouveau-né dans les bras, et moi souvent je me déplace à domicile pour accompagner lors du premier bain, lors du change. D'abord, je suis déjà même présente, tout au long de la grossesse pour préparer l'accueil de bébé.
Soutenir aussi les processus naturels de l'allaitement, bien évidemment en complémentarité d'une conseillère en lactation si besoin. Chacun son travail, le travail d'une naturopathe spécialisée, c'est ni d'être une doula, ni d'être une sage-femme, ni d'être une conseillère en lactation, ni d'être une diététicienne. Chacun, bien posté dans sa pratique, va travailler de manière complémentaire. Donc vraiment, l'intérêt, c'est d'intégrer notre accompagnement dans la prise en charge classique et conventionnelle. Un petit point sur la dépression du postpartum qui est quand même important de faire un focus dessus, parce que près de 20 des femmes développent une dépression postpartum dans l'année qui suit la naissance. Ça fait quand même une femme sur 5. Hem, Dans 50 des cas, elle n'est ni dépistée, ni pris en charge correctement, ce qui va laisser les mamans dans l'isolement et donc dans la souffrance. Le risque de trouble, du lien mère-enfant est multiplié par 3 en cas de dépression non accompagnée et avec des conséquences possibles sur le développement émotionnel et cognitif de l'enfant, mais du coup, sur des développements qui vont avoir un impact tout au long de sa vie. Jusqu'à 50 des femmes, en postpartum présentent une anémie, et ce qui double le risque de dépression postpartum. Et autour de l'iode aussi, 20 à 30 des femmes en postpartum ont une carence modérée à sévère en iode, ce qui peut entraîner une hypothyroïdie fonctionnelle et du coup générer des troubles de l'humeur et qui peuvent être précurseurs d'une dépression. Alors les dépressions, les symptômes de cette dépression postpartum sont souvent banalisés. C'est normal d'être fatigué, c'est les hormones, tu es un petit peu surmené, il faut te reposer et ce qui retarde souvent la prise en charge. Et puis il y a peu de place donnée à la prévention active, notamment par la nutrition, l'environnement émotionnel, le soutien social et le statut, micronutritionnel. Donc, on peut retrouver vraiment beaucoup de causes autour de cette dépression, du postpartum, la chute hormonale, l'hypothyroïdie, vraie ou fonctionnelle, la solitude, la peur, un climat conflictuel avec le conjoint peut-être, le stress chronique, le manque de calories, de protéines, précurseurs des neurotransmetteurs, le manque d'acides gras, notamment les oméga 3 DHA, le manque de micronutriments, le fer, l'iode, mais aussi le manque de sommeil, les restes aussi traumatiques peut-être d'un accouchement difficile, le manque d'organisation, le surmenage, eh bien tout ça, ce sont des causes plurifactorielles non prises en charge dans une approche qui est souvent morcelée, où les femmes ont peur d'être jugées comme une mauvaise mère, ce qui freine la demande d'aide. Eh bien, notre rôle en naturopathie spécifique, ça va être d'informer et d'accompagner en amont dans une démarche qui est préventive en tissant un rapport de confiance le plus tôt possible. Effectivement, moi je le remarque quand j'accompagne des femmes dès la préconception, puis pendant la grossesse, évidemment, quand elles ont des difficultés lors de la première année qui suit la naissance de leur enfant, elles viennent m'en parler beaucoup plus facilement, puisqu'on a créé une relation de confiance. Et du coup, je peux facilement dépister cette dépression, je dis pas diagnostiquer, c'est-à-dire dépister. D'ailleurs, il y a des tests, hein, qui existent pour dépister. Je les aborde en formation et ce qui nous permet d'être réactifs et de réorienter le plus possible vers le médecin traitant, vers un psychologue, vers la sage-femme, en fait, vers un professionnel qui va être à même d'accueillir et de réorienter si nous ne savons pas le faire. Notre rôle, ça va être aussi d'identifier et d'accompagner les causes profondes pour soutenir l'approche de terrain, hein, soutenir l'hormonologie, l'assiette, la gestion du stress, soutenir donc l'équilibre émotionnel, hormonal et vraiment je répète et je reformule de réorienter, hein, si besoin et de compléter l'accompagnement dans la prise en charge médicale, bien pour sortir ces femmes de l'isolement et de la difficulté parce que, la difficulté engendrée par la femme, je le répète, a un impact sur la santé de l'enfant. Donc on est bien dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. On arrive d'ailleurs à cet enfant, qui, est abordé dans cette formation forcément puisque dans les 1000 premiers jours de vie, on focalise sur l'enfant, de sa préconception, jusqu'à ses 3 ans. Et je vais vous parler de quelques troubles qu'on retrouve chez l'enfant et notamment les troubles digestifs, les coliques, le reflux gastro-œsophagien. 30 à 40 des nourrissons souffrent de coliques dans leurs premiers mois de vie. Le RGO ou reflux gastro-œsophagien touche près de 25 des bébés avec des symptômes pouvant aller perturber l'alimentation, le sommeil, le développement émotionnel du nourrisson.
Dans 60% des cas, les parents se disent démunis et insuffisamment informés sur la prise en charge naturelle et sur les recommandations hygiéno-diététiques en cas de troubles digestifs. Le stress maternel, la qualité de l'environnement nutritionnel et émotionnel sont des facteurs reconnus dans l'aggravation des troubles digestifs du nourrisson. Là encore, il y a un manque de sensibilisation sur l'impact du mode de vie sur ces troubles digestifs et un manque de prise en charge globale. Encore une fois, une approche qui est morcelée. La sage-femme souvent pour la femme, le pédiatre pour bébé, mais pas d'approche qui permet une approche globale. Et un manque de soutien des familles qui se sentent complètement démunies sur cette période-là lorsqu'il y a des troubles digestifs. Ces troubles peuvent être liés à des biorhythmes non respectés, à une surcharge sensorielle, à une dysbiose des gaz, une immaturité digestive de l'intestin, de l'estomac, une fréquence des repas qui peut être inadaptée, une surcharge au niveau du bol alimentaire. Il peut y avoir aussi une allergie à la protéine de lait de vache, un frein de langue restrictif, une mauvaise succion qui induit de l'ingestion de l'air, une position ou des vêtements qui ne sont pas adaptés, du stress chronique vécu par l'enfant et par ses parents. Donc tous ces troubles digestifs, hein, peuvent vraiment avoir une ou des causes, hein, on peut vraiment être dans, de causes plurifactorielles et donc notre rôle va être d'informer les familles de l'impact du mode de vie sur l'homéostasie digestive, d'identifier les déséquilibres et proposer, un mode de vie, vraiment en faveur, du développement de l'enfant, hein, donc un mode de vie adapté. Proposer des solutions qui sont naturelles, bien évidemment complémentaires à ce qui pourrait être prescrit et des recommandations absolument sécuritaires, des plantes, des huiles essentielles, du massage, de la micronutrition, de la réflexologie. Il y a vraiment beaucoup de choses à proposer, mais il faut s'assurer qu'elles soient sécuritaires puisque bien évidemment le bébé est très fragile, et donc peut être impacté négativement par un mauvais choix de plantes ou d'huiles essentielles. Il faut accompagner le bien-être émotionnel, parental et infantile, et toujours dans une posture intégrative en complément de la prise en charge conventionnelle. Ensuite, autre trouble, qui peut être fréquemment rencontré et qui est souvent un motif de consultation, heu, j'ai pas eu plus tard que la semaine dernière, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, un enfant, un nourrisson en consultation qui était vraiment rempli d'eczéma. Près de 20% des nourrissons présentent un eczéma atopique lors de leur première année de vie. Le nombre de cas a doublé en 30 ans, c'est quand même incroyable. C'est un lien direct avec des facteurs environnementaux, la qualité de l'alimentation et l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens sont présents dans l'environnement du quotidien, hein, de nourrissons, de la femme enceinte et ils multiplient de jusqu'à 2 fois le risque de développer de l'eczéma chez l'enfant. Encore une fois, l'intérêt d'accompagner les familles dès la préconception. Ça, c'est vraiment de la prévention. Et puis, dans 70% des cas, un terrain atopique familial est retrouvé, mais le mode de vie et l'environnement périnatal jouent un rôle clé dans l'expression de ces symptômes et dans l'expression finalement de l'épigénétique, l'action sur l'épigénome. Si les parents étaient porteurs quand ils étaient plus jeunes, il n'y a pas de fatalité à ce que l'enfant soit porteur aussi, soit atteint aussi. Hein, et ça, ce sont vraiment une action par des biais épigénétiques que nous pouvons avoir. 60% des parents se déclarent mal informés des solutions naturelles et préventives possibles. Alors, ben, il est vrai que là, dans l'approche conventionnelle, on a une approche qui est symptomatique et heureusement d'ailleurs parce que l'enfant est en souffrance, en gêne et puis il faut protéger sa peau, donc avec des traitements qui n'agissent pas sur les causes profondes, hein, souvent des crèmes corticoïdes, qui ont tout à fait, leur place dans l'accompagnement, hein. Je n'incrimine pas du tout, ces crèmes corticoïdes. Cela dit, ce n'est pas suffisant parce qu'on joue pas sur les causes profondes. On a une sous-évaluation aujourd'hui du microbiote et de certains micronutriments et il y a un manque de prévention environnementale, encore une fois, sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, donc que ce soit l'apport, vraiment de terrain propre à l'enfant, les notions génétiques, épigénétiques, le déséquilibre de la maturation du système immunitaire et notamment sur la maturation qui peut être un peu lente, TH1 qui nous donne une prédominance TH2 sur, cette petite enfance qui peut générer comme ça ces réactions avec de l'atopie. Le déséquilibre au niveau des acides gras et l'inflammation,
le manque de micronutriments, la dysbiose, hein, donc la dysbiose intestinale et cutanée, et puis des produits qui peuvent être utilisés et qui ne sont pas adaptés, hein, donc des produits d'hygiène, des vêtements synthétiques, des cosmétiques, enfin des cosmétiques inadaptés, et puis du stress, encore une fois, présent, hein, ce stress qui peut générer déjà des problèmes de peau, puisque nous savons que la peau, c'est le cerveau étalé des émotions, et puis le stress, parce que le cortisol va modifier la réponse immunitaire, entre autres. Donc notre rôle va être d'agir en prévention, et ce dès la préconception et la grossesse, en enseignant un mode de vie adapté, identifier les déséquilibres et proposer un accompagnement global pour optimiser le terrain de bébé. Et ça, dans une prise en charge complémentaire à la médecine, s'il y a une prise en charge déjà qui est mise en place. Et puis d'abord, s'il n'y a pas de prise en charge qui est mise en place, parce que moi, ça m'arrive d'avoir des familles qui viennent me voir en première intention, il faut absolument réorienter vers le médecin traitant ou le pédiatre. Être là pour offrir un espace d'écoute aux parents et accompagner la sphère émotionnelle. Évidemment, sensibiliser et informer sur l'impact de l'environnement et proposer des produits respectueux du vivant, c'est-à-dire l'humain et la planète, hein. On est vraiment dans une prise en charge humaine et planétaire. C'est très important puisque santé humaine et santé planétaire sont liées, sont reliées. Et puis, d'adopter cette posture intégrative encore et toujours, hein. Mener des ateliers, mener des actions pour être vraiment dans la prévention. Et puis pour terminer, la diversification alimentaire inadaptée, hem, parce que, c'est un sujet qui me tient à cœur, et puis, pour lesquels j'ai vraiment compétence, et légitimité, à transmettre dans mes formations en tant que formatrice, programme national nutrition santé depuis plus de 10 ans, où je mets à jour régulièrement mes connaissances, et des fois je bondis, quand je vois, les recommandations qui sont mises, en fait, ce qui est écrit dans les formations de naturopathes, dans les formations de naturopathie de base, où on a des recommandations qui sont tout à fait aberrantes et voire dangereuses, et qui ne respectent absolument pas les recommandations officielles. Alors 40 des parents, débutent la diversification alimentaire en dehors des recommandations officielles, donc près de la moitié. Seulement 25 des familles, donc un quart, reçoivent des conseils personnalisés et adaptés au profil de leur enfant lors de cette étape. Près de 60 des enfants, donc plus de la moitié, consomment trop de protéines animales dès la première année, ce qui favorise un terrain propice au surpoids et aux troubles métaboliques précoces. Mais inversement, on a des enfants qui manquent de protéines et qui manquent notamment de fer. 20 des nourrissons présentent déjà des carences en fer ou en vitamine D au moment de la diversification, et ce malgré les recommandations. Et puis, il y a un grand risque de développer des allergies alimentaires, et ce risque est multiplié par 2 en cas d'une diversification qui est déséquilibrée ou qui est retardée. Voilà, qui est trop précoce ou retardée. Donc il y a, de l'information qui est généraliste, il y a un manque de repères et d'accompagnement concret pour les familles. On a les connaissances, il y a les outils, il y a tout ce qu'il faut, mais ça n'arrive pas tout seul vers les familles, et les familles n'ont pas forcément connaissance de ces informations et ne savent pas forcément où aller les chercher. Il y a aussi souvent une culpabilisation fréquente sur les bons gestes alimentaires. Donc une culpabilisation de la part des professionnels, ou une culpabilité naturelle, on va dire, des parents. Et puis, peu d'intégration de l'aspect sensoriel dans le parcours classique. Alors, les problématiques qu'on peut retrouver déjà, c'est des biorhythmes qui ne sont pas respectés, la néophobie alimentaire, parce que la diversification, ça s'étale, hein, sur les 1 000 premiers jours de vie. On peut retrouver des troubles de l'oralité, des goûts, qui sont pas suffisamment diversifiés, un apport énergétique non couvert ou trop couvert, des besoins nutritionnels non couverts, un environnement ou un plaisir, la convivialité qui peut être absente, et puis, bien évidemment, une mauvaise qualité des aliments, des polluants, des aliments ultra transformés, des plastiques, un manque d'hydratation. Bon, ça fait beaucoup d'éléments. Une diversification alimentaire inadaptée constitue un facteur de risque majeur pour la santé immédiate et future de l'enfant, en induisant des carences nutritionnelles, des dysbioses, des troubles immunitaires et digestifs, et un impact durable sur le développement cognitif et émotionnel, un impact négatif. Notre rôle va être d'informer,
mais aussi de rassurer et de guider les parents vers une diversification adaptée pour leur enfant. Bien sûr, ce rôle va se faire, cette action va se faire en complémentarité de tout professionnel de santé et je le dis souvent dans mes formations, de se rapprocher, d'un professionnel de la diététique, donc un diététicien ou une diététicienne et c'est important de pouvoir travailler ensemble puisque, je le répète systématiquement, chacun son métier. Il est important de proposer une éducation alimentaire globale, hein, donc qui reprend la qualité, la quantité, les cuissons, enfin voilà, tout vraiment dans la globalité et durable, hein. C'est vraiment pour pérenniser une alimentation santé tout au long de la vie. Favoriser l'éveil sensoriel et le plaisir alimentaire en famille. Optimiser les apports micronutritionnels, hein, tout ça, c'est donc très, très, très important et de travailler, en posture intégrative. Je ne le répéterai jamais assez. Il est important de donner ou de redonner aux familles les clés d'un mode de vie durable. Hein, on est sur le début d'une vie, lors des 1000 premiers jours de vie, c'est le moment de donner les clés pour un mode de vie durable. Dans l'accompagnement classique, alors classique, en tout cas quand il n'y a pas de pratique intégrative où différents acteurs agissent, il n'y a pas assez de prise en compte du terrain et de l'écologie parentale. Des informations qui sont accessibles, mais peu d'accompagnement à leur mise en place. Pas le temps, des consultations trop courtes face à une demande qui est importante. Pas d'éducation au mode de vie sain, pas d'enseignement du fonctionnement de l'organisme. Et du coup, on a un manque d'implication des parents par manque de sensibilisation, de connaissances. La valeur ajoutée d'apporter donc une naturopathie intégrative spécifique aux 1000 premiers jours de vie, c'est d'avoir un accompagnement, et des conseils individualisés selon le terrain, plus de temps en consultation pour écouter, informer, avoir un recours à de la bionutrition, à de la micronutrition fonctionnelle, à une gestion du stress, un bien-être émotionnel, utiliser la nature en soutien, bien évidemment une nature non iatrogène, hein, donc sécuritaire, avec les plantes, les huiles essentielles. L'enseignement du fonctionnement de l'organisme. Il faut transmettre aux familles le pourquoi. C'est très important. Souvent, on leur dit ce qu'ils doivent faire, mais on leur dit pas comment ils doivent le faire et surtout pourquoi ils doivent le faire. Et donc, pour avoir une implication durable, pour entretenir l'alliance, il faut expliquer pourquoi, il faut sensibiliser. Donc la santé intégrative, ce sont des pratiques complémentaires, sans opposition et dans l'articulation des savoirs. Donc tous ensemble, nous pouvons accompagner les familles dans ces 1000 premiers jours de vie. Les familles et les enfants. Alors, chez Sanavi, nous pratiquons une naturopathie moderne. Alors pour moi, c'est très important, je l'ai déjà dit précédemment, c'est une naturopathie à la croisée de la tradition et de la science. C'est une naturopathie qui a une approche traditionnelle et fonctionnelle qui est basée sur des connaissances physiologiques et biochimiques du terrain, qui respecte sa place et sa posture, qui n'est pas de la médecine et qui travaille en complémentarité avec la médecine fonctionnelle, la médecine conventionnelle. On a chacun notre place et chacun notre place dans l'accompagnement des familles et la naturopathie, cette naturopathie moderne peut vraiment jouer un rôle de prévention, là où la médecine conventionnelle n'a pas forcément assez de temps et naturopathie moderne travaille, bien main dans la main avec la médecine fonctionnelle, notamment quand on veut aller sur une prise en charge de terrain avec une approche peut-être un peu plus, médicale si besoin, une approche, bah, du coup sous couvert scientifique et surtout sous couvert médical. La complémentarité des pratiques de soins conventionnels et non conventionnels est indispensable pour aller vers une santé durable, où chacun, peut trouver sa place dans l'accompagnement des femmes enceintes et du nourrisson. Alors, bah, pourquoi se spécialiser en naturopathie pour les 1000 premiers jours de vie avec, Sanavi? Je pense que, bah, voilà, au fur et à mesure de cette vidéo, il y a plein d'idées qui vous sont venues en tête. Nous vous offrons une formation qui est exigeante et qui est, construite pour donner de l'expertise à votre pratique, hein, afin que vous puissiez apporter une valeur ajoutée à votre formation de base, avec des connaissances qui sont plus fouillées scientifiquement et plus pratiques, qui sont respectueuses aussi des recommandations officielles et ce, de la préconception jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour apporter des conseils précis et sécuritaires aux familles.
Eh bien, ça vous permet aussi de travailler en pluridisciplinarité afin de collaborer efficacement avec des professionnels de santé et intégrer la naturopathie dans le parcours de soins conventionnels. Ça vous permet de rejoindre un réseau pluridisciplinaire et d'intégrer une communauté dynamique et bienveillante de praticiens experts dans votre domaine et de partager vos expériences, hein, puisque nous avons donc depuis plus de 10 ans différents réseaux qui s'entrecroisent. Et lorsque vous suivez une formation de spécialisation avec nous, eh bien, vous rejoignez automatiquement nos réseaux. Ça vous permet de proposer une offre concrète et de vous démarquer dans une période où la naturopathie a du mal à parfois trouver sa place. C'est important d'avoir une offre qui soit vraiment spécifique, et qui permette de se faire connaître comme expert dans ce domaine et de proposer un accompagnement sur mesure, alors que ce soit en séance individuelle, donc en cabinet, mais aussi en atelier, en conférence, en animation, vous pouvez répondre à différentes opportunités professionnelles et développer votre activité en proposant des ateliers ou des animations en maternité, en crèche, en association et aussi, moi j'aime beaucoup l'aspect pluridisciplinaire, mais en partenariat avec une conseillère en lactation, avec une sage-femme, avec un gynécologue, avec une doula, avec une puéricultrice aussi. Voilà, différents agents, acteurs de cette période-là qui peuvent travailler ensemble pour sensibiliser, informer, accompagner. Et tout ça permet de gagner en légitimité pour affirmer vraiment votre rôle de naturopathe spécialisé 1000 premiers jours de vie et ainsi crédibiliser votre, pratique. Alors, dans notre organisation de formation, notre format, c'est un format innovant, le blended learning, qui permet d'adapter, vraiment la formation à votre profil, à votre, mode d'apprentissage. On a une première partie qui est en e-learning pour l'apport théorique, hein, qui vous permet d'apprendre à votre rythme, de mettre les vidéos sur pause, de prendre des notes, de revenir, qui permet vraiment à chacun de progresser à son temps et comme ça d'arriver sur les journées pratiques avec une base commune, hein. Comme ça, on a des prérequis, communs avant d'arriver en pratique. Donc cette théorie, elle est sur 21 heures, 21 heures de vidéos, 32 vidéos et un support PDF de 400 pages et près de 95 annexes, avec les recommandations officielles, des thèses, des études. En fait, la plupart des sources sur lesquelles je m'appuie pour construire la formation sont disponibles dans les annexes, hein. Il y a une très grande transparence, et d'ailleurs dans toutes les diapos, il y a toujours un lien qui permet d'aller vers, l'étude ou vers, voilà, vers des faits, sourcés, pour vraiment pour montrer, prouver le sérieux de la formation et surtout des éléments qui sont affirmés. Et puis deuxième partie, la partie pratique, 21 heures, hein, donc la formation est vraiment coupée en 2 parties, en synchrone, donc ça peut se suivre dans nos locaux, dans le Var ou à distance, en classe virtuelle. Ces journées pratiques permettent d'apporter les dernières avancées, scientifiques notamment et pratiques, l'application de la théorie au travers d'études de cas sous forme de travaux dirigés. Ça permet vraiment la mobilisation, des connaissances. Alors pour la partie, il y a un petit bug. Donc la partie, théorique, le déroulé de la partie théorique, se fait sur notre espace digital, un espace digital très facile, fonctionnel, moderne, vraiment très, très bien pensé, qui permet d'avancer à votre rythme et de sélectionner les vidéos au fur et à mesure, avec une progression logique en 5 chapitres, hein, pour avoir vraiment une expertise à chaque étape. Donc première étape, évidemment, la préconception avec des notions sur l'épigénétique, la gamétogénèse, l'écologie parentale, l'accompagnement du parcours de PMA. La grossesse avec bien évidemment la physiologie, hein, il faut commencer par comprendre ce qui se passe pendant la grossesse pour proposer une nutrition, une micronutrition adaptée, la gestion du stress, des mouvements et puis une pharmacie naturelle pour accompagner les troubles les plus courants et la guidance vers un accouchement physiologique. Le 4e trimestre de grossesse ensuite avec, la mise en route de l'allaitement, l'accompagnement, de dépression, baby blues et du deuil périnatal. Ensuite, le soin
à bébé, hein, avec, un gros focus sur le développement et maturation des systèmes importants, notamment immunitaires, digestifs. Ça, c'est vraiment important d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir avoir des recommandations spécifiques. Ensuite, le bébé, healthy lifestyle, j'aime beaucoup cette expression, mais c'est mode de vie sain autour de bébé avec, toutes les recommandations autour des cosmétiques à utiliser, des couches, les produits qui peuvent être dangereux, les perturbateurs endocriniens. Il y a déjà toute une partie qui est vue en préconception évidemment et ensuite une partie, là avec des recettes aussi, donc moi je suis formée en aromathérapie et galénique et donc je propose différentes recettes avec des vidéos d'ailleurs de démonstration pour créer un liniment, des voilà différents produits avec des huiles essentielles, que maman peut faire pour son bébé. L'hydrologie avec le bain à bébé. Nous, dans nos locaux d'ailleurs, on a un espace, hein, pour la démonstration, éventuellement pour l'accompagnement au bain, de bébé. Et puis la réflexologie plantaire et puis la pharmacie naturelle pour les troubles courants. Ensuite, l'alimentation de bébé, un point très important de la naissance jusqu'à 3 ans avec tout un gros focus sur les laits infantiles, comment les choisir? Même si c'est pas vraiment notre rôle et c'est plus le rôle du pédiatre, mais souvent les parents sont assez démunis et viennent vers nous pour, de l'aide au choix du lait. Donc on peut déjà faire un premier déroulé d'analyse et ensuite réorienter si besoin. Donc pour ça, il vous faut des informations, sérieuses. Ensuite, la diversification évidemment et les super aliments et l'éducation aux bonnes habitudes. Ensuite, nous allons mettre toutes ces connaissances théoriques au service de la pratique, par les journées pratiques où on est vraiment sur un déroulé avec une méthode, toujours cette même méthode où je mets, vraiment à profit toute mon expertise, hein. Donc, entre 15 et 20 ans d'expérience vraiment dans l'accompagnement, des familles, des bébés, des femmes que je mets au service de cette formation. Et puis bon, bah, ça fait plus de 10 ans aussi que je donne des formations de spécialisation en naturopathie femmes et enfants donc toute cette expérience, je la transmets lors de ces journées pratiques en fonction des besoins. Donc première journée, recueil des besoins, méthodologie naturopratique, important d'avoir toujours une méthodologie, hein. Tout ce qu'on fait devrait être reproductible. Et puis travaux dirigés, c'est-à-dire que vous allez travailler sur un cas, on fait un rappel physiopatho de tout ce qui a été vu sur la théorie et ensuite vous vous mettez en action autour d'une étude de cas. Donc préconception, grossesse, accouchement pour le premier jour. À l'issue de ces travaux dirigés, moi je fais une présentation du cas avec, toute la démarche, la réflexion de pensée, les liens de cause à effet, les recommandations, la construction du programme d'hygiène vitale et le découpage en étapes de ce programme d'hygiène vitale pour un suivi, durable. La deuxième journée, donc toujours sur le même format, nous allons aborder, la dépression postpartum et de la pratique, notamment de relaxation yoga. Là, on est toujours sur la femme enceinte. Et puis ensuite, on va vers le nourrisson avec travaux dirigés sur coliques et RGO. Et le troisième et dernier jour, diversification alimentaire. On a aussi en travaux dirigés, on a l'eczéma, l'immunité. Voilà, on a quelques points qui reviennent comme ça sur les travaux dirigés. Et puis la réflexologie bébé, et puis des tips et outils pour aller créer vous-même vos supports pédagogiques pour le cabinet. Donc l'objectif, c'est vraiment de mobiliser valoriser vos compétences théoriques pour gagner en expertise pratique. Donc nous sommes vraiment un organisme de formation sérieux. Nous avons obtenu la certification, Qualiopi. Donc nous avons tous des processus qui sont vraiment cadrés, structurés. Nous accueillons en formation de naturopathie spécifique, mais il y a déjà des naturopathes qui ont suivi une formation sérieuse. Donc nous avons des prérequis, hein, que nous exigeons, pour l'entrée en formation. Nos formations sont éligibles au financement FIFPL. Nous vous proposons des facilités de paiement sans frais supplémentaires. Nous proposons un tarif de recyclage à 140 € si vous voulez suivre la formation de nouveau. Oui, parce que nous avons souvent des praticiens qui suivent la formation une deuxième fois, voire une troisième fois, pour mettre à jour leurs connaissances, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour entretenir les connaissances et la pratique. Et nous proposons une remise de 15% sur les prochaines formations de spécialisation, parce qu'il n'est pas rare que ceux qui suivent les formations, comme on a en spécialisation femmes 1000 jours et enfants, souvent, les praticiens suivent les 3 formations plus la formation de conduite de séance.
Il y a un après formation et c'est important de le dire. On a vraiment un service après formation qui est gratuit, parce qu'il est associatif. Vous intégrez un des groupes WhatsApp, hein, donc celui de réseau 1000 premiers jours de vie. Vous pouvez rejoindre notre équipe de rédacteurs si vous avez envie de rédiger des articles pour notre blog collaboratif. Ça vous aide à vous faire connaître. Vous pouvez participer à nos tables rondes. Chaque mois, j'anime une table ronde sur la réflexion collective et l'analyse de pratique où bah, les praticiens peuvent vraiment échanger sur leurs difficultés et se donner des idées et de l'accompagnement. On a un groupe WhatsApp aussi, hein, d'ailleurs Communauté Sanavi, pour répondre aux problématiques en dehors des 1000 jours de vie. Et puis, vous pouvez accéder aussi à notre Sanathèque numérique et dans nos locaux. Dans nos locaux, nous avons une bibliothèque de près de 400 livres. Alors, on a une chaîne replay pour donc chaque mois, je propose un webinaire sur un sujet qui est forcément en lien avec des sujets d'actualité et les formations que nous proposons. Et vous pouvez, si vous êtes adhérent à Sanavi, accéder au replay de ces webinaires. On a actuellement, je crois, une dizaine de replays sur notre plateforme. Vous trouverez actuellement des replays alors notamment sur ce sujet, sur l'introduction aux 1000 premiers jours de vie, replay sur l'allaitement maternel, sur l'immunité de l'enfant aussi. Donc on a pas mal voilà, de replays sur notre chaîne replay. Comme je le disais, nous avons une association et donc Sanavi, c'est vraiment une association qui est engagée, qui est active pour la promotion du mode de vie sain et de la santé intégrative. Nous menons beaucoup d'actions, alors que ce soit local, donc sur notre secteur, mais dans toute la France. On mène des actions de sensibilisation du public sur les perturbateurs endocriniens, sur l'intérêt, de la communication, positive, sur l'alimentation santé, enfin voilà, sur différents domaines, sur l'intérêt de l'activité physique. Là, je regarde les images, ça me rappelle plein de bons souvenirs partagés, hein. Vous voyez là faire de la sensibilisation dans les écoles, par exemple. On fait des opérations de nettoyage dans la nature aussi avec les écoles. Nous préparons des repas aussi. Nous avons un chef cuisinier qui est spécialisé dans l'alimentation santé et on prépare des repas quand il y a des différentes interventions et animations par nos soins ou par des éventuels partenaires. Nous sommes présentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas un organisme où vous payez en ligne pour avoir une formation et vous voyez personne. Vous avez un parcours ici dès le début de votre formation, même avant. On peut avoir un rendez-vous avec Camille, qui est là pour vraiment recueillir vos besoins, éventuellement vous réoriente vers moi, si vous avez besoin de plus d'informations sur le contenu pédagogique. Moi, je gère vraiment tout ce qui est contenu pédagogique, pratique professionnelle et je gère aussi l'animation du comité scientifique. Nous avons un comité scientifique en soutien avec une douzaine de professionnels de santé et du bien-être qui viennent un peu valider et rendre sécure un peu toutes nos recommandations et toutes nos actions. Voilà, donc on est vraiment là pour vous accompagner. Camille est là pour la partie administrative et tout l'accompagnement pratique. Camille est comme moi, naturopathe, avec pas mal de formations complémentaires. On est vraiment là pour vous faire vivre une expérience de formation qui doit répondre à vos exigences pour que vous puissiez gagner en expertise. Donc on est vraiment là à votre écoute et disponible pour vous proposer un accompagnement sur mesure. Je vous remercie pour votre écoute et puis je reste à votre disposition si vous avez toute question, tout besoin d'informations complémentaires.